Est-ce qu'il y a une opportunité d'investissement sur Vika au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du cimentier français. Donc, on a eu un fort rattrapage du cours depuis septembre 2022. On est passé de bon alors il y a eu une mèche, on est passé je pense de 18 € jusqu'à 65 €. Maintenant, on est en train de se replier un petit peu. La publication a été mal reçue par le marché. Il y a un gap, baissier. Est-ce que c'est la fin pour Vika et on va replonger? On va essayer de comprendre ça ensemble. Alors, sur la croissance du chiffre d'affaires, c'est pas forcément la meilleure métrique pour évaluer, Vika parce que on subit les prix, en fait. Alors, on subit plutôt un mix entre volume et prix. On a eu à l'heure actuelle, on a, je pense que des prix qui se normalisent, hein, parce que post 2022, en fait, on a eu la possibilité de rattraper l'inflation. Donc les cimentiers, ils ont cette capacité à suivre les prix, à monter les prix localement puisque en fait, ils sont en monopole géographique naturel à cause du poids des matériaux qu'ils produisent. Donc avec cette protection, ils peuvent, avec un peu d'effet de retard, monter les prix. Toutefois, là, je pense qu'on a atteint un peu le bout et puis on est sur, bon, voilà, à mon avis, un peu aussi des volumes qui sont, toujours en ralentissement parce que, bah, Vika est très exposé à l'Europe et l'Inde est très compétitive. Il y a quelques géographies où ils sont en forte croissance, mais au global, ils sont plutôt sur des géographies un peu molles. Donc décroissance des chiffres d'affaires sur 12 mois glissants à juin 2025, on est à -3,3. Il y a des acquisitions sur Vika, 1,9 €. Donc ça permet de booster la croissance, globale. On est sur, quand même pas mal, hein, sur 2/3 de la croissance qui viennent des acquisitions maintenant, donc il y a plus de croissance organique. Donc en fait, si vous faites pas d'acquisition et ben, vous êtes en décroissance. Bon, donc sur la croissance, c'est pas incroyable, hein, c'est cyclique. Ensuite, les taux de marge. Là où ils sont bons, c'est sur les taux de marge, en revanche. Donc ils arrivent à maintenir quand même les prix, hein. Un peu avec un effet de retard, mais ils sont au même taux de marge, brut qu'il y a 10 ans. Moi, je pense que ça, c'est déjà une performance, hein, parce que les coûts ont monté et ils peuvent monter les prix, mais bon, c'est une commodité quand même le ciment. Donc ils ont quand même un peu de quoi, un peu de pricing power, on va dire. Et là, sur le taux de marge d'EBITDA, on est relativement flat sur 10 ans, ce qui est en soi une bonne performance, hein, vu qu'il y a quand même eu de l'inflation, des coûts énergétiques qui sont passés par là. Donc là, ça a creusé ici, hein, justement le taux de marge d'EBITDA. Et depuis, il remonte légèrement, donc il s'améliore en efficience opérationnelle. Donc plutôt pas mal et le taux de marge net est au plus haut absolu, donc ça, c'est très bien, 7. Donc c'est relativement élevé, hein, 7 de taux de marge net pour un cimentier. Donc ça montre que en fait, la gestion est quand même qualitative et ce qu'il faut regarder, ce sont évidemment les free cash flow. Hop, on peut regarder les free cash flow, ils sont structurellement plus élevés maintenant que les bénéfices nets. Si on regarde ces free cash flow, voilà, on se situe à 9,2 actuellement. Donc il y a eu une période ici, avec des investissements massifs, ça a creusé les free cash flow, mais sinon on est régulièrement au-dessus du taux de marge net et à un niveau quand même assez conséquent, hein. 9,2, c'est intéressant. Alors, on regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Bon, alors on n'a pas le tableau de trésorerie à juin 2025, mais on peut comparer ici. On voit qu'il y a bon, c'est à peu près équivalent, hein. Il n'y a pas une énorme différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Je vois peut-être qu'il faut à mon avis, au mieux utiliser les free cash flow pour l'instant. Bon, à mon avis, on peut utiliser les 2, hein, le PER, c'est-à-dire le bénéfice net ou les free cash flow pour, valoriser l'entreprise. Si on regarde au niveau du BFR, on est sur un BFR positif, ce qui est pas incroyable. Mais c'est pas une grosse proportion du chiffre d'affaires, hein. Je pense qu'on est en dessous des 20-25. On doit être à ouais, 3,8 milliards de chiffre d'affaires. Oui, on est bien en dessous de 10. Donc pas de problème sur le BFR, on a quand même une bonne maîtrise. Est-ce que se dégrade ce BFR? Il s'améliore. Donc on a atteint un point haut en 2022. Depuis, hop, ça rebaisse. Donc si ça se trouve, Vika va pouvoir redevenir, va bien abaisser son point de besoin en fonds de roulement, son besoin en fonds de roulement et peut-être qu'il va passer négatif. Et ce qui est très bien quand c'est négatif, ce sont les clients qui financent votre activité. Vous n'avez pas besoin de mettre de cash dans les opérations pour faire tourner l'activité au quotidien. Donc c'est plutôt bien. Pour l'instant, on n'en est pas loin, mais on n'en est pas à ce stade, mais on n'en est pas très loin. Ensuite, si on regarde dépréciation, amortissement, c'est la dépense en capital et les other non-cash items. Alors,
On a des CAPEX qui sont à 10 250 millions, comme des prestations amortissements à 8,9 milliards, donc ça veut dire qu'on est en expansion de l'appareil productif et même si on inclut les other non-cash items, donc on est sur, une entreprise qui est encore en train d'agrandir son appareil productif. Ça a du sens. Ça dépend des zones géographiques, hein, ils sont très, diversifiés quand même. Ils sont en Asie, enfin ils sont en Inde et au Kazakhstan, ils sont en Méditerranée, Turquie, Égypte, et ils sont également alors j'ai oublié un des pays africains, au Sénégal, pardon, voilà et donc ça, ce sont des pays où ça vaut le coup d'investir. Même aux États-Unis, ils sont présents avec les plans d'infrastructure. Ça a du sens de continuer à agrandir l'appareil productif, donc ça, c'est complètement, enfin, c'est justifié. Donc du coup, ça a un peu impacté les free cash flow, mais bon, c'est pour la bonne cause, on va dire, hein. Si on regarde maintenant la rentabilité opérationnelle, on a un rendement des capitaux investis. Alors ça faut je me méfie, hein. Comme la publication, souvent quand il y a une publication qui est récente, l'outil fait n'importe quoi sur le calcul des rendements des capitaux investis. On va dire que moi je pense on doit se situer à peu près au même niveau que enfin voilà, entre 7 et 8 ce qui est complètement honorable, hein. C'est tout à fait honorable 7 et 8 pour un cimentier qui est très intensif en capital. Donc il y a besoin de beaucoup de capital pour générer du cash. Hem, donc là on est sur, un niveau qui est tout à fait correct. La médiane c'est 5, ils sont quand même bien améliorés depuis, 2023. Donc rentabilité en hausse et ça c'est très bien. On va regarder l'endettement. Alors voilà, ce qui est plus intéressant pour Vicat, plus que le chiffre d'affaires, c'est en fait, c'est leur métrique clé, hein, d'ailleurs, c'est l'EBITDA. Donc on est sur, alors l'EBITDA, lui, il est pas en là, il est plutôt en stagnation, hein, sur, cette publication malheureusement. Donc on est sur, je vais me remettre en mode graphe, hop. Donc, au niveau de l'endettement, on est sur quelque chose qui est gérable, hein, à mon avis. Alors je vais me remettre en EBITDA sur, as reported, voilà, on y verra mieux. Alors, on a 2 fois l'EBITDA, un peu moins. Ils se sont engagés à baisser le levier financier. Dans les publications, dans la guidance. Donc on est sur un niveau qui est soutenable 2 fois l'EBITDA, c'est pas un souci. Je pense qu'il y a des obligations locatives là-dedans, il faut regarder, hein. Il y a peut-être de l'IFRS 16 parce que de mémoire, ils étaient plus à 1,7 fois l'EBITDA et pas à 2 fois comme on voit, ici. Donc elle est un peu plus basse que ça. Le levier financier est un peu plus bas que ça et la dette est en train de baisser. Ils s'étaient engagés à la baisser, en dessous d'1 fois, il me semble, en 2 000 000 de sats. Donc pas de souci sur la dette. Alors pas de souci, c'est pas dangereux, mais c'est lourd, hein et les cimentiers, comme ils sont pas ESG, ils émettent beaucoup de carbone, ils se financent avec des taux d'intérêt qui sont pas attractifs, hein, donc ça évidemment, ça pèse sur le résultat net et sur le résultat financier. Bon, donc là, on est soutenable, c'est pas un problème. Ensuite, on va regarder la rémunération de l'actionnaire, hop. Donc là, vous êtes sur 100 millions de dividendes de versés, ce qui est pas mal, hein, ça vous donne un 4 de rendement. Il y a pas vraiment de rachat d'actions sur Vicat. Et ils achètent pas les actions pour les annuler, vu que le flottant n'est pas incroyable, ça réduirait la liquidité d'après eux et ils sont pas friands de rachat d'actions. Donc le dividende est soutenable, hein, ça représente, 1/3 des free cash flow. Donc voilà, vous avez du 4,3 assez robuste à mon avis sur Vicat. Donc conclusion donc moi je vous rappelle, j'étais actionnaire de Vicat, donc j'ai commencé à en acheter en 2021, en janvier 2021. Donc alors j'ai pas fait toute la performance, mais j'ai cédé, mes titres à 65 €. Donc j'ai pas fait toute cette performance puisque j'ai, bien sûr fractionné mon entrée et j'en ai vendu une moitié ici à peu près, à cause de la dissolution, ce qui était une mauvaise décision évidemment. Mais maintenant je pense que le gros du rattrapage a été fait. D'ailleurs, on n'est pas allé voir, la valorisation. Tu regardes la valorisation, on est sur la médiane. On est sur la médiane 10 ans de valorisation. Donc 6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. En soi, c'est pas très élevé, mais les cimentiers, ils sont très décotés. Ils restent décotés. Si on compare à d'autres cimentiers, c'est pas exorbitant, enfin, Vicat n'est pas exorbitante, mais c'est pas non plus, elle est pas non plus mal valorisée, hein. Donc moi, j'aime bien comparer à Busi. C'est un cimentier italien. On est ici, on peut comparer à Edelberg aussi, un cimentier allemand et on peut comparer par exemple à Holcim qui est quand même dans qui est quand même beaucoup plus gros. Donc si on regarde Holcim ici, le temps que ça charge, hop, voilà, on est sur une valorisation qui est, bah, voilà, on va dire dans le milieu de la valorisation. Donc Edelberg est bien plus valorisé, mais Holcim c'est 6,8, Vicat c'est 6,1 et Busi c'est 5,3. Donc moi je pense qu'on est maintenant on est bien valorisé sur Vicat
il y a plus d'opportunités d'investissement. Après, vous pouvez complètement y rentrer pour, le dividende qui est quand même bien sécurisé, donc ça aussi c'est une bonne, c'est pas une mauvaise chose à faire. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.